maintenant, j'invite les participants à la table ronde à venir nous rejoindre. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Odile Allard, qui est PDG de Fluoptics, donc une instrumentation de fluorescence. Christophe Lala, qui est donc membre du CSF, donc le comité stratégique de filière santé, et qui est également président fondateur de MedTech Consulting. Donc Charles-Antoine Goffin, qui est président de la business line Microwave Imaging Subsystem à Thales. Également dans l'ordre Philippe Cinquin, professeur de santé publique à l'université Grenoble-Alpes et au CHU Grenoble-Alpes, dans l'équipe Team C, 6D, qui est spécialiste du geste médical assisté par ordinateur. Vincent Templard, qui est le président de Medicalps, qui sort d'une grosse journée hier sur les 20 ans de Medicalps, qui était un énorme succès manifestement, un bel événement, et qui est également un multi-entrepreneur, un serial entrepreneur comme on dit, et qui est actuellement président de Alpao et de Eveon. J'accueille également Emmanuel Barbier, directeur du laboratoire IRMAGE et directeur adjoint du laboratoire Grenoble Institut des neurosciences, également ici pour représenter France Life Imaging sur l'antenne grenobloise. Et enfin, j'accueille donc Alexandre Moreau-Gaudry, qui est PUPH du CHU de Grenoble et qui est également co-responsable de l'entrepôt de données de santé, qui est un entrepôt qui a la particularité de contenir des données d'imagerie. La stratégie d'accélération santé numérique, elle s'intéresse de près à l'imagerie. Évidemment, nous, on va avoir un biais sur la partie digitale, mais on va également pouvoir travailler sur tout ce qui va être hybride, parce que l'imagerie est naturellement hybride. Quand on travaille une image, il faut savoir d'où elle vient, comment elle a été formée, l'historique du patient, il faut intégrer effectivement beaucoup de données. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte qui sont passionnantes. J'aimerais, avec cette transition, ouvrir un peu la deuxième séquence de cette table ronde pour vous faire parler un petit peu de la stratégie qui a été présentée par David Senati précédemment, et avoir un peu votre retour sur les éléments qui vous paraissent vraiment pertinents. On verra dans une deuxième séquence comment améliorer les choses, et voir comment vous arrivez à vous approprier les éléments qui sont donnés et comment ils pourraient vous aider. Je ne sais pas qui veut commencer sur cette thématique. Moi, je veux bien commencer parce que je vais l'approcher un peu différemment, j'imagine, que ce que vous attendriez. Vraiment dans mon rôle de PDG fondateur de Fluoptics, et avec l'histoire et là où on est encore aujourd'hui, moi j'identifie 4 besoins. Et si je l'approche comme ça, c'est parce que je crois avoir entendu dans l'approche de David des mots qui pourraient couvrir les besoins que j'ai. Et j'imagine que les besoins que j'ai, pas mal de mes confrères dans les entreprises, plus forcément start-up, mais PME médicales et qui essaient de décoller, c'est les mêmes. Ils ne sont pas forcément dans l'ordre, mais j'ai entendu remboursement. Aujourd'hui, démarrer un process de remboursement en France pour une entreprise, celle de Fluoptics, de sa taille-là, c'est monstrueux. Je connais les confrères qui l'ont tenté et j'ai discuté avec eux. Je crois qu'ils ont mis 14 ans pour obtenir un remboursement que je qualifie de ridicule, qui ne permet pas à la techno de s'implanter dans les hôpitaux. C'est ça la réalité en France, et donc la seule solution que l'on a, c'est de partir le faire à l'étranger. Mais c'est quand même, ça consomme beaucoup d'énergie, ça consomme beaucoup de ressources financières, et moi je trouve juste ça pas normal. Soit la techno est pertinente et on démontre du bénéfice clinique et on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas accéder au remboursement plus simplement, soit elle n'est pas pertinente et c'est un autre sujet. Mais ça pour moi c'est un vrai sujet, et j'ai entendu ce mot dans le programme proposé par David, donc bien entendu que je vais aller fouiller pour voir quelles sont les possibilités, les facilités. Un autre sujet, c'est accès au marché. Quand on a une nouvelle techno, et je peux témoigner de ça, on va trouver très rapidement des leaders d'opinion en France qui vont dire « Ah, elle est super ta techno, est-ce que tu peux me prêter ta machine? Je vais faire des essais, faire des conférences, etc. » Le temps
C'est bien, au début, on a besoin de ça, mais une entreprise, elle ne vit pas ce genre de projet-là. Hein. Elle ne vit pas l'amour et d'eau fraîche. Hein. Je veux dire, le chiffre d'affaires, c'est déterminant pour une entreprise. Et si on n'en fait pas, on meurt. Donc, l'accès au marché français, c'est très compliqué. Il y a un sujet, c'est qu'on est très respectueux des appels d'offres et de la concurrence. Et ça ne pose pas de problème que de donner des marchés à des grands Américains parce qu'ils sont mieux placés, parce qu'eux, ils arrivent avec une offre complète où ils vont équiper toute la salle d'opération. Donc, le système d'imagerie, ils peuvent le donner dans le marché. Ce n'est pas un problème. Et nous, quand on est start-up ou PME, ben, on vend un système d'imagerie, on n'équipe pas toute la salle. Donc, on doit le vendre, ce système d'imagerie. Et donc, on doit d'abord aller. Mes premières ventes, elles ont été faites aux États-Unis parce qu'on avait le FTF Call. Et c'est quand des leaders d'opinion parlaient dans les congrès de ces choses-là, il y avait des leaders français qui venaient dire: ah, mais vous êtes français? Ah oui. Ah, vous êtes à Grenoble? Ah, bah c'est chouette. Vous pourriez nous prêter une machine? Puis 4 ou 5 ans après, on réussissait à la vendre. C'est ça la réalité du marché français. Et je peux vous dire que sur d'autres marchés, il y a moins de scrupules à la préférence nationale, au sens de la techno, hein, j'entends, hein, que ce ne soit surtout pas détourné dans le fond. Ça, c'est la réalité de l'accès au marché. Un des troisièmes sujets qui me vient, c'est l'accélération. Nous, on est au stade où on fait notre chiffre d'affaires, on devient rentable. Super, on a fait tout le chemin. Maintenant, on a besoin de quoi? On a besoin de mettre de l'argent sur la table pour démultiplier la puissance commerciale et continuer le développement de nos produits. Ça, c'est très difficile de trouver du financement aujourd'hui à cet endroit-là. Du coup, vous citiez des acteurs qui vont venir se faire choper par des grands leaders internationaux. C'est quoi le choix? C'est quoi le choix qu'on a? Donc aujourd'hui, moi, effectivement, je cherche des financiers. J'en trouve pas en France. Donc, ils vont être à l'étranger. Et peut-être que ce sera des industriels. Mais il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix pour accélérer parce qu'on ne fait pas des entreprises de cette nature pour atteindre un chiffre d'affaires entre 4 et 5 ou entre 4 et 10 et puis gagner un peu d'argent. Non, on vise 100 millions à terme. Ça, c'est le troisième sujet. J'en ai un quatrième que j'ai raté, c'est le réglementaire. Et j'ai entendu un peu tous ces sujets, hein, peut-être sauf réglementaire. Le réglementaire, là, la France n'y est pour rien, c'est un réglementaire européen. Le réglementaire, c'est aussi une source de complexité pour les entreprises comme la nôtre. Ça se complexifie de plus en plus. C'est la règle du terrain. Donc, quand on met toutes ces couches-là, c'est drôlement dur d'avancer dans le développement d'entreprises dans le domaine de la santé, surtout quand on démarre from scratch. Quoi, hein. Il y a de la techno qui sort de labo et il y a tout à faire. Et je sais qu'on a plusieurs autour de la table à avoir cette expérience-là. Je ne pense pas qu'on ait des expériences très différentes. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Mais je pense que j'ai entendu au moins 3 des mots qui me préoccupent, moi, dans le programme proposé par David. Oui, tout à fait. Vous voulez réagir? Oui, c'était juste pour dire que ce que vous disiez ne s'applique pas que aux startups. Hein. Non, il y a aussi. J'espérais qu'il y avait en tout cas, là où c'est clair que on analyse aussi comme difficulté dans le scale-up, notamment pour les PME et les startups, c'est l'accès au marché et toutes les démarches de qualité, liées à la qualité. Qui nécessitent des moyens, des moyens assez énormes et qui sont beaucoup plus accessibles effectivement quand on a 200 millions d'euros d'activité, ça c'est clair. Il y a 2 points pour financer la digitalisation, le numérique, dont les financements sont absolument essentiels. Et je voudrais vraiment insister sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est anticiper le parcours patient. Dans sa globalité. On veut numériser, mais sans ubériser, parce qu'on sait que l'ubérisation, ça déclenche tout un tas de résistances dans certains métiers, et on sait que ça peut être vraiment bloquant. Donc, il revient vraiment, pour le coup, à mon avis, au pouvoir public de savoir anticiper l'évolution du parcours patient, savoir identifier rapidement les remboursements, et s'assurer que chacune des briques techno, parce que c'est en général un assemblage de briques techno, on va parler de la brique intelligence artificielle, dans le produit qu'on essaie de développer qui consiste à porter la radiologie au plus près du patient, la radiologie nomade, forcément ça va se substituer à des déplacements,
Cet appareil de radiologie doit également trouver sa rentabilité dans un parcours patient qui sera différent. Donc, c'est vraiment essentiel de savoir anticiper les modifications de chaîne de valeur et que chacun y trouve son compte. Parce qu'on ne peut pas être juste en techno-push. À un moment, on va se heurter soit à des résistances parce qu'on va modifier le métier de certains, soit des barrières de financement, etc. Donc, c'est vraiment essentiel de savoir englober tout le parcours patient et anticiper ça. Et comme vous disiez, les remboursements ils sont absolument clés. J'imagine pas, en tout cas dans le projet que c'est de développer 14 ans, je veux dire, il va vite s'arrêter ce projet. Il y a quelques réponses à des éléments de la stratégie qui n'ont peut-être pas été présentés par David là, mais qui sont présents dans le dossier de presse et sur le site Genius, je vous invite à consulter. Je ne vais peut-être pas reprendre les éléments dans l'ordre que vous avez donné, mais plus dans le cycle de vie des dispositifs médicaux notamment. Aujourd'hui, on a une partie réglementaire qu'on accompagne. Il y a un travail interministériel avec la NSM, avec les organismes notifiés pour travailler sur ces aspects-là. Aujourd'hui, on est en train d'ouvrir un guichet auprès de la BPI, qui est un guichet diagnostic réglementaire. On va venir financer un accompagnement réglementaire pour accompagner les entreprises dans la partie qualité sur sur la partie réglementaire. Donc, on va parler de dossier technique sur les produits et également l'écriture de protocoles cliniques, soit pour faire la safety sur le dossier technique, soit après le marquage CE pour designer des essais cliniques qui font du sens. Ça, c'est un premier outil qui est mis en place en ce moment. Il est en cours de test sur quelques entreprises spécifiques avant d'être déployé au deuxième trimestre. J'en profite pour dire que par rapport à ce guichet-là, il y a le plan DM France 2030 qui va venir abonder sur un guichet qui a été créé par la stratégie d'accélération pour le généraliser à l'ensemble des DM et pas uniquement au DM numérique. Donc, il y a un premier outil qui vise là vraiment à obtenir des dossiers techniques de meilleure qualité et à accélérer cette partie-là, particulièrement ciblée sur les PME, les grands groupes ayant d'autres problématiques. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Sur les autres problématiques en général, il y a également, on ne l'a pas cité là, et c'était le sujet du Tour de France à Montpellier, de l'ouverture du Tour de France à Paris Santé Campus. Il y a l'AMI compétences et métiers d'avenir qui vient avec un volet particulier sur le réglementaire, qui vient financer des formations et des nouvelles formations sur ces aspects réglementaires pour avoir un ajout de compétences vraiment sur le marché RH. Voilà. Ça, c'est du plus long terme. On est en train de travailler en interministériel sur des plans plus court terme. Je ne peux pas encore en parler, ce n'est pas encore complètement aligné au niveau gouvernemental là-dessus. On a également un guichet dont David a parlé, qui est doté de 100 millions sur 5 ans pour aller financer les essais cliniques eux-mêmes. Ce guichet, il a un état d'esprit auquel on a donné qui est particulier, que David n'a pas mentionné, mais que je profite de l'occasion pour l'expliquer un peu. L'état d'esprit de ce guichet, c'est d'aller chercher, favoriser une innovation structurelle dans le design des essais cliniques, de façon à raccourcir les délais et les prix des essais cliniques pour avoir un dossier solide qui permet soit d'aller chercher un remboursement, soit de pouvoir présenter des modèles de retour sur investissement pertinents sur des achats hospitaliers. Faire ça. Il y a ces deux objectifs qui sont dedans. Aujourd'hui, on a des dossiers qui ont été déposés et on va travailler et on va avoir cette attention particulière dans la sélection des dossiers pour favoriser ça. En parallèle, on travaille sur de l'harmonisation européenne sur justement auprès des agences d'évaluation des technologies de santé pour essayer, et ça c'est vraiment sur la partie numérique, travailler sur des recommandations qui vont être suivies notamment par les Allemands. C'est un travail qui va donner lieu à des publications scientifiques qui seront publiées au mois d'octobre, mais il y aura plusieurs séquences dans ce plan-là.
qui est un point important. Et puis, il y a cet accès anticipé qui vise à non pas avoir 14 ans avant d'avoir un remboursement, mais d'avoir un remboursement en quelques mois sur des dispositifs médicaux innovants et d'installer une période d'1 an où on a un premier remboursement, et c'est 1 an dans lequel on peut apporter des nouvelles preuves cliniques en faisant appel au guichet que j'ai cité précédemment, donc des nouvelles preuves cliniques, et pendant cette année et pendant l'année pendant laquelle on va pouvoir apporter de nouvelles preuves cliniques, il y a une discussion et une négociation pour le tarif, et suivant les résultats des preuves complémentaires, soit on est déremboursé si on n'a pas de preuves cliniques, soit le remboursement est obtenu auprès de l'assurance maladie avec un tarif qui aura été négocié pendant 1 an. Aujourd'hui, cet accès anticipé, il concerne les dispositifs médicaux à usage individuel, donc ce qu'on appelle des TX, Digital Therapeutics, et la télésurveillance également, qui tarifs sont en on a, voilà, il y a un continuum assez important. Aujourd'hui, toutes ces actions sont lancées, hein, ce que je vous ai cité. Donc, on essaye d'avancer vite depuis les recommandations, depuis la feuille de route, pour justement dérouler. Aujourd'hui, on ne peut pas évaluer l'efficacité de ces actions. C'est l'objet aussi du Tour de France d'avoir, on ne peut pas avoir encore des retours sur ces actions, mais justement d'avoir ces remarques, d'avoir l'occasion un peu d'expliquer l'ensemble de ces guichets. Sur l'aspect un peu post-market, il y a des actions pas encore cadrées sur les achats hospitaliers. Ça, c'est un travail qu'on fait en commun avec la DGE, sur lequel on va évidemment impliquer les hôpitaux et les CHU. Aujourd'hui, c'est une des actions qui n'est pas encore vraiment démarrée. Et sur la partie scale-up, aujourd'hui, on est également en phase d'études pour discuter avec les financeurs, notamment, et évaluer justement ce qu'il faut pour pouvoir financer. Et un des éléments clés que nous, on a bien entendu auprès notamment des VC, c'est la nécessité d'installer un marché unique européen pour favoriser justement l'émergence face à des pays comme les US ou la Chine, qui sont des gros marchés avec des modèles qui sont très différents. Et donc ça, le travail d'harmonisation qui est fait, qui est coordonné par l'ITL, et on profite vraiment de la présidence française de l'Union européenne pour mener cette action, est assez important. Après, il y a quand même des parties, encore des écueils sur la partie scale-up, et puis il faut le temps que ça avance. La partie scale-up est un des enjeux Oui, je pense qu'on est sorti de l'unique programme de Startup Nation qui était des fonds d'amorçage, et c'est vrai que ça a été un des grands succès de la France. Je pense que ce que vous venez de résumer montre bien qu'on est en train de passer à une autre phase qui est celle de l'accompagnement. C'est vrai que le remboursement est critique, et le remboursement, pour moi, aujourd'hui, j'attends autre chose qu'une discussion avec l'assurance maladie, qui n'est pas là pour financer de l'innovation. On ne s'en sort pas, en tout cas. Elle ne sait pas gérer des problèmes micro dans un environnement macro. C'est très compliqué. Dans mes anciennes fonctions, j'ai eu l'occasion de les rencontrer. C'est très dur pour eux. Donc, l'idée de mettre à côté, sur le modèle allemand, des fonds qui vont permettre ensuite de tester si c'est réellement une innovation en vie réelle, je pense que c'est la bonne chose. Et puis, on verra ce que l'agence de l'innovation pourra amener. Deuxième sujet sur le scale-up, je pense que c'est un sujet central et majeur. Vous l'avez rappelé, aujourd'hui, lever 150 millions, c'est Chine ou US. Point. Or, si vous voulez effectivement passer au plan international, c'est le genre de levée de fonds que vous devez faire. Il y a ETLs qui essaye de créer ce fonds de fonds européen, avec une éthique européenne, avec des partenaires européens. Je pense qu'il faut la regarder de près. Pour l'instant, c'est dans sa phase embryonnaire plus, de ce passage justement à ce niveau de financement. Et puis, il y a un troisième sujet, qui est un sujet délicat, qui est celui des entrepreneurs que je rencontre. Et c'est pratiquement le programme le plus compliqué à pousser, c'est-à-dire que vous êtes des gens phénoménaux. Moi, je croyais avoir un boulot difficile quand j'étais chez GE. Sincèrement, j'avais un boulot relativement facile, il ne faut pas dire, mais c'est un peu la vérité. Vous êtes homme orchestre à peu près 10 fois dans la journée, vous faites 10 fonctions différentes.
et à leurs femmes organisent en plus. Mais il y a une chose sur laquelle je pense que vous devez réfléchir, c'est il faut chasser un meute. Les Allemands font ça beaucoup mieux que nous. Moi, j'ai travaillé dans les pays émergents. Siemens était accompagné de tous les acteurs locaux pour monter un hôpital de scratch avec des programmes de 400, 500, 600 millions. On ne sait pas très bien faire ça en France. Alors, il y a French Healthcare qui essaie de structurer, il y a Business France, mais je pense que là, il y a un sujet. En tout cas, dans le CSF, on essaie de travailler. Comment créer des alliances, comment être plus forts ensemble sur des projets larges. Et comme vous le disiez, c'est Siemens, grand groupe, qui entraîne avec lui des PME, des startups innovants. Et ce n'est pas juste des startups ou des PME qui vont chasser en meute ensemble. C'est un petit peu différent quand même. Si je peux me permettre. On espère que Thales devienne ce partager. Voilà. Moi, il y a juste un point peut-être complémentaire sur ce que disait Odile. Alors, je partage 120% de ce que disait Odile. Je n'en rajouterai pas là-dessus. Je me souviens juste il y a quelques années d'une visite ministérielle dans ce lieu où tous les participants, tous les adhérents de Medicaps qui avaient été interviewés par le ministre avaient partagé le fait que 100% de leur chiffre d'affaires au départ avait été fait à l'étranger. C'est quand même un drame. On est toujours généralement, pour la première question qu'on pose à l'étranger, c'est quelles sont nos références en France? Non, mais en définitive, on vient chercher les références à l'étranger. Les portes d'accès sont beaucoup plus faciles aux États-Unis qu'elles ne le sont sur notre propre territoire. C'est quand même particulièrement dommage, j'ose le dire très simplement. Je pense qu'il y a juste un mot que j'avais entendu dans la présentation de David tout à l'heure sur lequel je voulais revenir aussi, et ce que tu n'as pas cité aussi, mais c'est dans le scale-up, il y a l'aspect financement, mais il y a l'aspect aussi industrialisation. Mais dans l'industrialisation, c'est les moyens d'industrialisation, c'est la technique. Dans la première partie de la start-up, je vais dire, dans la création du produit jusqu'au marquage chez eux, il y a une première version d'un produit. Mais après, aller sur des produits en série, on voit le gap qu'il y a aussi à chacune des étapes. Je sais qu'il y a des rapports gouvernementaux qui en font état, mais dans le domaine du dispositif médical, et c'est vrai dans l'imagerie, il y a une vraie vallée de la mort sur l'industrialisation, j'ose employer ce terme-là, parce que ça nécessite des moyens, mais ce n'est pas que des moyens financiers, c'est des savoir-faire, c'est des expériences, c'est de la pratique, et on sait aussi que le design to cost n'est pas le critère premier, j'allais dire, de l'entrepreneur, de la start-up qui cherche à porter une innovation sur le marché. Moi, je voulais intervenir sur la dimension recherche qui a été évoquée aussi, en particulier par la dimension du PEPR. Je pense que c'est bien sûr une initiative extrêmement importante et intéressante. Ce que je voudrais signaler, c'est que dans une initiative de ce genre, je pense que c'est important de conserver un maximum d'ouverture. Et donc là, aujourd'hui, il y a un PEPR qui a fonctionné avec un appel à manifestation d'intérêt, qui est une manière très efficace de pouvoir sortir un certain nombre de thématiques. Mais ensuite, en tout cas, dans ce qui nous en a été présenté en novembre par Luc Berry à la journée de l'Institut thématique multi-organismes technologies de la santé, il semblerait qu'il y ait des choix qui aient déjà été faits et des choix qui sont surprenants par rapport à l'habitude qu'on a des appels à manifestation d'intérêt, qui généralement permettent donc de repérer un certain nombre de lignes fortes et ensuite de lancer un véritable appel à projet. Et là, alors je ne sais pas si c'est finalisé, puisque vous êtes manifestement encore en phase de réflexion, mais la direction dans laquelle on partait, c'était de dire finalement, on prend les gens qui ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt et pendant les 3 ou 4 premières années, l'ensemble des financements ira dans ces projets-là. Et là, je pense que c'est un peu dommage parce que même si on a une sorte d'échantillon qui est intéressant, sans doute représentatif, donc ça donne un certain nombre de directions, je pense qu'il faut garder la possibilité d'ouverture. Et puis j'avais été aussi frappé de choix qui ont été faits dans la gamme. Par exemple, on parlait de l'intérêt de la thérapie du départ d'image, qui est un point extrêmement fort à Grenoble, qui ne fait pas partie des axes qui ont été retenus, en tout cas dans les 3 ou 4 premières années. Voilà. Donc, mon message là, c'est que je pense que le PEPR santé numérique, en soi, c'est une initiative forte, très intéressante. Mais je pense que, d'ailleurs, la manière dont il a été relayé au sein des universités, je parle pour Grenoble ici, pose question, mais bon, ça, les questions de la CEDA n'y est pour rien. Mais donc, je crois qu'il y a un enjeu là, si on veut véritablement être efficace
dans les dimensions recherche, il faut garder les choses aussi ouvertes que possible. Après, avec des appels d'offres compétitifs dans lesquels il y a des spécialisations, on sait faire les choses proprement. Et donc, voilà, je fais juste un petit point d'alerte sur cette partie. Oui, c'est un point, c'est partie des points remontés par le CSTP, mais pour l'instant, c'est effectivement quelque chose qui est encore en cours d'examen entre le CSTP et le MESRI. Il n'y a pas de publication officielle, donc je n'ai pas de scoop pour vous, mais c'est des points qui sont discutés en ce moment. Oui, sur la partie recherche, moi j'avais une question par rapport à l'aspect expérimentation à l'hôpital. Comment ça se... Parce que là, je vois le CHU en train de refaire un peu ses plans, de se dire, voilà, je veux construire un bâtiment pour les 50 prochaines années. Quand on installe un équipement d'imagerie pour faire des essais ou travailler des questions, ou des équipements d'imagerie de thérapie guidée par l'imagerie, il faut aussi des espaces pour faire ça. C'est pas comme du médicament qui peut s'inclure dans la filière. Et donc, il y a cet aspect d'avoir du temps, d'avoir de l'espace pour le faire en vie réelle, en fait. Et donc, moi, je ne sais pas dans quelle mesure c'est une difficulté pour la suite. Dans le cadre de Fleet, on regarde les espaces dédiés pour ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, que c'est compliqué. Et là, on a eu des projets où on voulait envisager d'acheter des équipements pour faire ça. Ben, où est-ce qu'on peut les mettre? Enfin, il y a vraiment une difficulté à avoir de l'espace en médical quelque part sur ces projets techno qui ne s'insèrent pas vraiment aussi facilement que des études médicaments, parce que on a besoin d'un contexte un peu spécial. Et ça, je trouve que c'est... Je ne sais pas dans quelle mesure, j'ai compris qu'il y avait des appuis pour les aspects réglementaires ou pour financer l'expérimentation, mais c'est aussi, à mon sens, de l'espace et des compétences pour le faire au sein de l'hôpital. Donc les CICIT peuvent générer un peu d'espace, ça ne va pas forcément prévoir une pièce technologique si vous voulez installer là par exemple les accélérateurs, les IRM LINAC qui permettent de le faire là, c'est une IRM, donc c'est quand même plusieurs tonnes. Ça ne s'installe pas comme ça dans un placard. Donc, il y a ce type de stratégie d'équipement qui sont difficiles. Et je ne sais pas aussi, en termes de vie réelle, si on veut déployer des équipements d'imagerie, alors plutôt low cost, qu'on peut mettre en dehors de l'hôpital pour le coup. Enfin, comment on va faire ça et comment on peut accompagner ça? Moi, je suis assez convaincu que l'imagerie low cost, qui va se diffuser en dehors de l'hôpital, va devenir quelque chose de très important. Parce qu'on voit l'appétit pour l'image partout dans notre société et la valeur du service médical rendu peut être important, j'en suis convaincu sur pas mal de choses. Donc, comment on va accompagner ces terrains d'expérimentation et ça, moi, je ne suis pas très clair dans tout ce que j'ai entendu sur la place que ça peut trouver. Aujourd'hui, dans les tiers-lieux d'expérimentation, c'est vrai qu'il n'y a pas de partie foncière, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de construction, il n'y a pas cette partie infrastructure. Il y a des raisons techniques par rapport au PPA qui est sur un volet plus structurel, sans avoir ce genre de financement sur le PPA ou sur des financements hospitaliers. C'est vrai que c'est une des problématiques. Ça fait remonter qui, par rapport à nos sujets santé numérique, l'imagerie est un peu à part par rapport à ça, parce qu'elle va justement déborder du numérique et demander des composants plus hardware, chimiques, ce qui font que c'est plus complexe. Et il y a une réflexion dans le cadre du plan DF 30 sur des aspects. Tout n'est pas défini encore dans ce plan. On aurait dû avoir la DGE avec nous qui aurait pu parler de façon un peu plus à l'aise que moi sur ces aspects. Enfin, je ne vais pas trop les aborder parce que c'est la DGE qui est en pilote vraiment de cette partie plan DF. Donc, nous, on participe à beaucoup des actions, dont certaines ont été déjà été lancées. Mais comme tout n'est pas lancé, tout n'est pas encore défini. Il y a encore des opportunités, donc c'est intéressant. Je peux mentionner un autre point, c'est sur le fait que les gros acteurs, en tout cas de l'imagerie médicale, Siemens, GE, etc., soient étrangers. Au niveau des académies, finalement, on a des liens avec eux, d'une certaine manière. Et alors, de mon point de vue, je ne parle pas forcément pour tous les collègues, mais on n'a peut-être pas assez de liens avec l'énergie et ce qui se développe en France. Et je pense que cette stratégie, un des aspects qui peut vraiment formidable dans cette stratégie un peu générale, c'est que ça peut permettre, en tout cas, de donner des opportunités pour reboucler entre industriel et académie, soit pour
même nous, on est demandeurs aussi de voir quels sont les enjeux, sur quoi on peut intervenir et comment on peut programmer de la recherche utile à l'écosystème par rapport à traiter certains enjeux. Et puis aussi, dans l'autre sens, vis-à-vis de l'académique, sur les aspects de formation, de voir sur les métiers en tension, sur les types de compétences, on a beaucoup parlé d'interdisciplinarité, attirer des ingénieurs de l'IA sur des aspects de santé ou des compétences de physique sur des aspects. Ça, c'est intéressant et c'est des choses qui peuvent se faire. Typiquement, une thèse, c'est bien pour faire l'interdisciplinarité. Je pense que c'est comment on peut amplifier ça et s'adapter peut-être pour être aussi utile et jouer le rôle que les académiques peuvent apporter par rapport à l'industrie. Donc, je trouve que ça, c'est un enjeu important pour nous de voir ça et de le prendre en compte. Oui, peut-être un point important. La stratégie d'accélération de l'imagerie, c'est développer de l'attractivité aussi sur le territoire national, développer du savoir-faire et développer des emplois. Donc, dans le cadre d'un consortium, si demain vous avez un projet avec Siemens, avec GE, avec Philips, et notamment le numérique s'y prête bien, ou même des instruments connectés aux équipements d'imagerie, on a parlé d'optique tout à l'heure, enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a des lunettes que l'on peut adapter à l'imagerie par résonance magnétique, par exemple. Donc, dans le cadre d'un consortium, ces appels à projets peuvent intégrer ces développements. Donc, vous aurez un site académique, des startups, des PME, un grand groupe qui est chef de file, qui lui a certaines fois de la capacité à traiter des problèmes entre guillemets administratifs pour construire un dossier, parce que ça, c'est lourd, c'est vrai. Et donc, il ne faut pas oublier ce levier possible. Un grand international qui veut jouer le jeu du territoire national français peut tirer aussi d'autres acteurs de l'écosystème français. Ça, c'est un point important. Ça, c'est possible parce que typiquement, dans les projets RHU, par exemple, ça, c'est des choses qui ne sont pas possibles. Vous ne pouvez pas avoir un international qui porte des... Je vais vous donner une illustration sans faire la pub pour G. J'ai porté, moi, il y a 5 ans, ce type de projet en intelligence artificielle en créant un consortium avec des PME, des sites académiques. Les sites académiques étaient financés à quasiment 100%. Les entreprises start-up et PME, un peu moins, et le grand groupe, beaucoup moins. Voilà. Mais ça fonctionne dans le cas où l'entreprise internationale crée de l'emploi à Buc sur le sol français. Deuxième sujet, sur la commande publique. Il y a une prise de conscience des acteurs centrales d'achat, que ce soit le RESA ou UniAchat que je rencontre avec ma casquette CSF. Ils me disent qu'ils ont des accompagnements aux startups innovantes. Donc, ils peuvent faire monter une startup qui est en train de développer un produit pour faire de l'expérimentation et vendre ses premiers produits dans un cadre de marché public, évidemment, qui ne favorise pas le savoir-faire français parce que ce sont des marchés publics européens. C'est vrai, et c'est un problème. Mais c'est aussi le problème, je dirais, des acheteurs. Je pense qu'il faut que les acheteurs français, qu'ils soient du reste public ou privé, aussi comprennent qu'ils ont un rôle à jouer dans la dynamique de l'écosystème industriel. Je ne dis pas d'acheter français pour acheter français, mais ça doit être plus intégré. Je pense que les sites académiques étrangers ont ce souci, parce que très souvent, ils abritent beaucoup, ils hébergent beaucoup de startups et d'industriels. Alors ici, à Grenoble, c'est fait, mais ce n'est pas vrai sur tout le territoire français. Il faut qu'il y ait plus d'agrégation entre le site académique, le labo local. On a parlé un petit peu de formation. On est bon en maths en France, mais il faut continuer de l'être parce que c'est d'abord des maths. Et donc, je pense que cet écosystème-là, il faut que l'acteur acheteur n'oublie pas que l'argent, ce n'est pas un gros mot, que le business, c'est clé, vous l'avez dit tout à l'heure, et qu'à un moment, il faut parler argent. Moi, je voulais insister sur les aspects données cliniques qui sont de plus en plus importantes sur les aspects réglementaires. On voit qu'il y a eu une rumeur de place, il y a eu des nouvelles bonnes pratiques cliniques dans le museau là, qui sont renforcées, etc. Et on voit qu'on demande aux acteurs industriels d'être plus parfaits par rapport à ces données cliniques, que ce soit dans les phases amont, dans le suivi post-commercialisation pour les marques CE. Donc, on souhaite, donc je ne sais pas comment il a été abordé aussi dans le numérique, c'était effectivement de donner les moyens
aux structures qui fournissent des données de santé de pouvoir répondre à la demande des industriels par les organisations. Donc, effectivement, il y a eu l'initiative de CICIT qui apporte ses expertises en termes méthodologiques, opérationnels, terrain, donc pour aider des startups et de vente. Il y a maintenant l'initiative des entrepôts de données de santé. Et il y a quand même des enjeux, certes, à avoir cette vision nationale avec des guichets centraux renforcés. Il faut aussi, à mon avis, renforcer les acteurs de terrain pour s'organiser et être capable de proposer des services à destination des industriels pour leur permettre de rentrer dans ce que c'est une étude clinique. Ce n'est pas le quotidien tous les jours de faire de la recherche clinique. Donc il y a quand même des acteurs opérationnels au sein des différents CH et CHU, ça au quotidien. Donc bien penser à renforcer ces acteurs pour pouvoir rendre ce service vis-à-vis de l'industriel. Moi, je prends par exemple le cas de renouvellement du marché CHE, en train de travailler sur les entrepôts de données de santé, penser à organiser un service qui est capable d'aller piocher dans chaque entrepôt de données de santé pour faciliter en fait, le renouvellement des marques CHU. Est-ce que ces données existent dans un hôpital, par exemple? C'est quand même des choses qu'il faut bien envisager, parler de l'ensemble des acteurs. Et donc, il y a des vraies réflexions à mener dans ce sens-là, avec les acteurs terrain, sachant que les industriels, leur première porte d'entrée, c'est quand même d'aller voir le CHU. C'est à Grenoble. Qu'est-ce que vous nous offrez comme service que vous nous avez? Donc, on avait travaillé, alors moi j'étais responsable du réseau national des CICIT, on avait rencontré différents tutelles pour essayer, si vous voulez, de promouvoir ce rôle des CICIT, sachant qu'il y a que 8 CICIT en France. Pourquoi il n'y en a pas 31? C'est des vraies questions. Sachant que ce que je peux témoigner aussi, c'est que dans le cadre de projets européens, on a travaillé dans une collaboration allemande et espagnole, les Allemands étaient quand même extrêmement bluffés par notre puissance d'être dans les CHU et capable d'évaluer en conditions réelles des nouveaux dispositifs médicaux dans le contexte d'usage qui est celui qui est dans le futur. Et les Allemands témoignaient qu'ils n'avaient pas ce type d'organisation. Vous entamez vos réflexions avec le CHU, mais de manière plus générale avec l'ensemble des sujets qui sont concernés, CERN, ça peut être les universités, etc. Bien penser à vraiment avoir cette vision globaliste de la chose, sachant ces acteurs de terrain, enfin, on dit l'innovation, c'est une innovation locale en première intention. On dit ça, mais il faut bien penser à travailler avec ces acteurs de terrain qui sont au quotidien des interlocuteurs, des startups ou potentiellement des grands groupes si on rentre sur des aspects de santé. C'est effectivement un des points qui est inclus dans le cahier des charges de l'appel à projet tiers-lieu. C'est on essaie d'encourager l'inclusion dans ces tiers-lieux pour apporter des compétences multiples à un tiers-lieu. Il ne faut pas juste tester comme ça à la marge, mais tester dans un cadre qui est important et pouvoir accompagner justement les entreprises qui n'ont pas l'habitude, et ça, c'est quelle que soit la taille des entreprises, à justement pouvoir collecter dans des bonnes conditions des données. Et c'est un point qui est important. Et on attend vraiment ça s'appelle à projet tiers-lieu, des réponses assez variées en fonction du domaine. Il y aura des réponses en études sociales, il y aura aussi des réponses que l'on attend pour justement pouvoir servir un écosystème d'innovation sur des startups, sur des essais cliniques. Et les structures, à chaque fois, on s'attend à ce qu'elles soient un petit peu différentes parce que les compétences qu'il faut mettre autour ne sont pas forcément toujours les mêmes. Alors, il y a les CIC, il y a les entrepôts de santé, il y a des expertises méthodologiques qui existent plutôt des disciplines, ces expertises méthodologiques. Bien essayer d'associer ces acteurs vraiment dans cette contexte. Sur les entrepôts, il y a un travail ministériel qui est en train d'être fait, qui n'est pas encore abouti. On fera des communications bientôt dessus. C'est essentiel. L'interopérabilité des données d'imagerie, ça permet d'aller très vite à l'analyse du service médical rendu. On peut faire des challenges au niveau de l'analyse entre différents sites. On peut challenger les académiques et les industriels qui sont friands d'avoir aussi des benchmarks et de se positionner. Donc, en France, on a vraiment pas loin d'être capable de faire ça assez vite, d'être très agile là-dessus. Et aujourd'hui, c'est extrêmement lent, cet aspect-là des choses. Donc, je trouve que ça, c'est pas très coûteux.
par rapport à d'autres projets, d'aller vite vers ça, parce que c'est d'abord beaucoup de réglementaires, et l'interopérabilité des bases de données, c'est aussi, moi j'ai vu en tout cas dans l'académie, beaucoup de fonds éparpillés sur monter des petits entrepôts, à droite à gauche, des choses où finalement on a besoin de structurer l'écosystème, donc je pense que la brique CHU, c'est la bonne brique de base, et comment on gère aussi en plus des données cliniques qui sont la vie réelle est très important, des projets un peu flagship de type recherche, où là, ce n'est pas les CHU qui vont le faire, c'est de la recherche européenne ou internationale. Et je prends l'étude Covid là, qui est sortie dans Nature avec la UK Biobank la semaine dernière. Et en fait, ils ont mis des moyens gigantesques sur une grande cohorte d'imagerie, où là, ils avaient 1000 patients qui n'avaient pas eu le Covid, ils les ont revus 2 ans après avoir eu le Covid, ils ont été extrêmement agiles là-dessus. Et donc ça, avoir des repositories de personnes, des corps de référence, d'imagerie en multimodalité, ça va devenir indispensable pour avoir ces benchmarks et créer, savoir comment se positionne en termes de référentiel, les évolutions, les trajectoires, etc. Et ça, c'est des éléments qu'on ne construit pas aujourd'hui en France. Et donc, dans l'analyse, et c'est à la fois utile, je pense, à l'académie, sur des solutions innovantes d'analyse, mais aussi pour les industriels, pour se positionner en termes de qualité et définir des références et des contextes un peu normatifs qui vont tirer la filière vers le haut. Dans ce contexte-là, l'interopérabilité, ainsi que quelque chose qu'on a abordé hier, l'interopérabilité des données de santé, notamment capable d'échanger entre entrepôts sur des référentiels déjà préétablis, ça permet quand même d'avoir de l'agilité. Donc, j'étais témoin aux États-Unis. Aux États-Unis, en fait, ils ont des référentiels qui sont utilisés aux startups, s'il vous plaît, et donc, quand ils sont sur la copie, en France, puisqu'on a comment clôturer le local, des vrais enjeux par rapport à se standardiser, pour être capable de répondre à cette agilité en temps acceptable. Transposition du socle de la maison dont parlait David tout à l'heure. C'est un vrai sujet. Je pense qu'il est hyper stratégique pour les industriels. Si vous voulez que les industriels restent en France, il faut leur proposer des services pour leur permettre de rester en France. Hormis les aspects financiers, etc. Oui, il faut offrir un marché. Ok. Je crois que le chat a été coupé, on a répondu tout à l'heure. Donc, il n'y aura pas de séance de questions des participants. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot. Je propose peut-être de faire un petit tour de table pour le mot de la fin, savoir vos retours, ce que vous avez, quel est le message clé que vous voulez faire passer peut-être à l'auditoire par rapport à cette filière imagerie et les actions. Il y a un message de la fin. Je ne vous désigne pas forcément. C'est commencer les garçons. Là. Tout d'abord, un grand merci d'être venu à Grenoble pour ce Tour de France et ravi de vous accueillir ici. Je pense que c'était particulièrement intéressant déjà d'avoir la présentation par David sur les objectifs que vous aviez. Moi, je suis ravi effectivement d'avoir appris un certain nombre d'éléments sur ces plans et ce que vous comptiez mettre en œuvre et ce qui se structurait comme l'État. Je pense que c'est toujours important, ça foisonne aussi, je le dis comme ça, d'initiative et d'avoir des éclaircissements, de remettre effectivement en perspective un certain nombre d'actions qui sont développées au niveau national. C'est vraiment super et je pense que c'est extrêmement utile. Déjà, un grand merci pour ça. Deuxième message, bien évidemment, c'est je pense qu'on a la chance effectivement d'avoir un écosystème extrêmement riche sur Grenoble en termes d'imagerie et de numérique. Merci effectivement d'avoir souligné aussi l'Institut d'intelligence artificielle tout à l'heure, parce que je pense que c'est extrêmement important. Le NIA, le laboratoire d'informatique de Grenoble, Capgemini, qui est issu des petites 8 entreprises grenobloises à l'origine. Voilà, je pense qu'on a une richesse effectivement et d'agir localement. On se connaît relativement tous bien. Je pense qu'il y a de belles choses à faire avec des complexités aujourd'hui qui sont effectivement, et Odile notamment en parlait,
et qu'elle soit réglementaire avec ce marché de remboursement. L'interopérabilité, c'est pour moi un gros sujet, effectivement. Je vous rappelais qu'on a abordé hier. Mais voilà, en tout cas, merci à tous d'être venus aujourd'hui. Je me joins au remerciement. Je pense qu'on est ravis qu'il y ait une stratégie en santé numérique. Le BNP avait été mal, le dossier médical partagé. Donc, on est heureux de voir en espace santé. Moi, je suis partie de ceux qui ont été contents. Je n'avais pas adhéré au DMP, mais à l'espace santé, oui. Donc, merci pour avoir mis ça en place. Tout le monde a parlé d'interdisciplinarité, je pense que c'est vraiment essentiel. Et alors, ce qui va de pair avec l'interdisciplinarité et qui reste encore difficile en France, c'est le décloisonnement. Il y a encore beaucoup de choses qui sont cloisonnées. On souffre du millefeuille de la recherche en France. Il y a beaucoup d'efforts pour essayer de compenser cette millefeuille. L'Institut thématique multi-organismes technologie de la santé, c'est un bon exemple de ça. Et vraiment, il faut aller plus loin, il faut aller beaucoup plus loin. Je pense que là, il y a des enjeux pour rendre les choses efficaces. Il y a encore aujourd'hui, en santé numérique, des appels d'offres qui sont réservés à 1 ou 2 organismes. Ça n'a pas de sens. Tous les organismes ont des choses intéressantes à dire sur la santé numérique. Donc, il faut vraiment absolument avoir une vision dans laquelle on laisse les choses complètement ouvertes et on profite de toutes les compétences. Et je pense qu'à Grenoble, comme vous l'avez vu dans cette table ronde, on a les atouts qu'il faut parce que c'est dans nos gènes, depuis le début. On va arriver, je pense, à mettre en place une alliance des technologies de la santé contemporaine. Ça fait plus de 10 ans qu'on y travaille et là, on voit bien sur cet exemple qu'entre la théorie, tout le monde est d'accord pour faire ça, et la pratique, comment on fait pour créer ça, c'est incompréhensible qu'il ait fallu plus de 10 ans et qu'aujourd'hui, elle n'existe toujours pas, cette alliance, si elle est en train de se faire. Donc, je pense que là, voilà, il y a des sujets de réflexion. Comment on fait aussi pour aider localement les acteurs à couper ces cloisons. Il y a des initiatives, encore une fois, très fortes qui ont été prises. Et il y a encore beaucoup de travail à faire. Merci pour la stratégie santé numérique. Elle était attendue. Merci également pour cette initiative qui va tout à fait dans le bon sens, qui consiste à rassembler les forces locales et françaises. Je voudrais juste témoigner du fait que ayant un business assez établi sur la partie détection au niveau international, c'est très difficile. Une concurrence chinoise extrêmement agressive, extrêmement dynamique, qui ne s'alourdit pas de réglementation excessive, notamment sur tous les sujets de données, ça c'est clair. Il y a une course permanente à la baisse des coûts, dont on sait qu'au niveau européen, on ne gagnera pas. Il faut la mener, évidemment, c'est pas possible. Notre avenir, au niveau français et européen, c'est dans l'innovation de rupture. Donc, c'est absolument ça qu'il faut continuer à préserver. Et dans des temps, j'insiste parce que des pays comme la Chine, vraiment, à nous apprendre. Ils sont taqués pour développer même ces structures. Le temps est absolument clé. Merci. Je vois maintenant depuis 2 ans les efforts importants qui ont été faits. On en a parlé tout à l'heure longuement. Il y a encore beaucoup de choses à faire, bien sûr. Je dirais 2 choses. Un, l'accès aux données. C'est vraiment le nerf de la guerre pour se développer quand on est une start-up. Et pas seulement une start-up, toutes les PME. On sait que demain, l'enjeu sera sur les objets connectés, sur l'intelligence artificielle. On a parlé sur la proximité. L'expertise à distance est un point clé. Partout dans le monde, il y a de moins en moins de médecins, de plus en plus de demandes. Donc ça, c'est un élément central. Et il est encore plus explicite, et c'est mon 2e point. J'essaie d'assurer la promotion du CSF. Donc venez nombreux nous rejoindre. Ce n'est pas un machin. On ne construit pas des nœuds de réunion. On essaie véritablement d'aider. Quand vous avez une question, n'hésitez pas, on essaie d'être un peu l'espèce de guichet unique pour essayer de renseigner. Parce que la France est un point d'entrée et il faut savoir se projeter à l'étranger. On a parlé des États-Unis, il ne faut pas oublier la Chine et les pays émergents. Moi, je crois que quand on parle de santé numérique, de télé-expertise, il faut penser à tous ces pays où il n'y a pas d'accès aux soins. Et je pense que la France peut jouer un rôle par son éthique et l'Europe aussi.
Et donc, c'est quelque chose que j'essaie de rappeler à chaque fois que je vois les entrepreneurs. Merci à vous et puis merci aux femmes et aux hommes. Faut pas oublier elle. C'est ça, exactement. Merci au ministère et aux équipes de venir nous rencontrer sur le terrain. Parce que quand même, la valeur économique, c'est là qu'elle se génère. Les jobs, c'est là qu'ils se créent. Et c'est important de savoir qu'on est entendu en haut, que les difficultés remontent et que tout est fait pour qu'on puisse continuer notre job et continuer à œuvrer au jour le jour à créer cette valeur économique. Moi, je suis très heureuse d'apprendre qu'il y a ce programme Fléché Imagerie. Je suis dans le domaine, c'est très égoïste, mais c'est quand même mes préoccupations de chef d'entreprise. Donc, c'est bien. Je vais aller voir tous les sujets là, et voir s'il y en a qui sont pertinents au stade où nous sommes du développement de l'entreprise. Et pour moi, c'était aussi l'occasion de revoir un certain nombre de personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps, de connaître le CSF. J'ai honte de le dire, mais je ne vous avais même pas identifié tellement j'ai un peu de... Voilà, et du coup, je n'hésiterai pas à revenir vers vous parce que j'entends dans vos propos vraiment la prise de conscience de la réalité terrain. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est ça. C'est-à-dire, je ne peux pas être la seule à vivre ça parce que je sais que je ne suis pas la seule et c'est important que notre État prenne conscience de ça pour que des entreprises comme la mienne continuent de se créer, surtout se développent et explosent. Demain, on veut tous devenir un Siemens ou un GE, ou qu'on soit seul ou à plusieurs. J'ai bien entendu le chasseur-meute et je repars avec ça, même si ça m'intéresse. Puis vous disiez quel message vous voulez donner à ceux qui écoutent. Alors on ne sait pas, ceux qui écoutent. Si là-dedans il y a des chefs d'entreprise qui démarrent l'aventure, moi je suis tout à fait prête à partager mon expérience modestement, juste pour éviter des écueils sur le chemin, au stade où on en est nous. On a déjà vécu pas mal de sujets, donc qu'ils n'hésitent pas à me faire signe et je partagerai avec eux avec grand plaisir. Très heureux de voir qu'il y a un programme il y a l'industrie, l'hôpital, la recherche, enfin les différents acteurs identifiés avec une vision transministérielle. Ça fait du bien de voir un peu de structuration, je pense, c'est très demandeur. Beaucoup d'appétit en espérant que ça va générer plus de dynamique sur la filière industrielle et des projets, parce que nous, ça nous nourrit sur la recherche, et je pense que c'est dans les deux sens. Et la partie formation aussi, évolution de la société et des métiers, je pense qu'il y a une belle dynamique. Je vous remercie également de venir prendre le temps de rencontrer les acteurs de terrain et donc ces aspects interdisciplinaires des silotages. Ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Voilà. Bien, il me reste à vous remercier tous aussi collectivement d'avoir répondu présent, d'avoir apporté des éléments, je pense, essentiels au débat. Je vais faire une petite pub sur la page Genius, qui est le site interministériel qui vise justement à simplifier ou expliquer le millefeuille et rendre accessible cette information. Donc, il y a vraiment un plan assez ambitieux sur 2022 pour continuer de développer ce site. On y retrouve les appels à projets, les explications, ce qui est lancé, ce qui est fermé, ce qui est en cours, et également pas mal de choses un peu plus fun. Il y a des podcasts extrêmement intéressants sur la vie des entrepreneurs que je vous recommande vivement. Et voilà, n'hésitez pas en tout cas à faire passer les mots. Merci encore. Je vais clore la session.